La majorité présidentielle se renforce avec l'adhésion de 7 nouveaux partis politiques. La signature de la convention d'adhésion a eu lieu ce matin à l'APMP. On prépare déjà les échéances électorales de 2020. Il y a des difficultés, mais elles continuent de se déployer sur toute l'étendue du territoire national. Les mesures de gratuité des soins de santé pour les enfants et les femmes enceintes sont de plus en plus effectives. Pour 2017, le secrétariat technique chargé de la couverture sanitaire universelle dresse un bilan satisfaisant. Et puis à Bobo-Dioulasso, c'est l'écroulement d'un panneau de terrain de basket qui fait jaser. Il faisait partie d'une infrastructure sportive qui a coûté plus de 190 millions de francs CFA. Le panneau s'est écoulé le soir même de son inauguration. Voilà pour le sommaire de ces 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Un invité dans ce journal, nous recevrons tout à l'heure, professeur Fatou Sossar. Elle est la marraine de la 2e édition du Festival Afrique Pagba, un festival multisectoriel et multidisciplinaire consacré à la femme. Ça sera pour tout à l'heure, mais avant, nous ouvrons ce journal avec une page politique. La majorité présidentielle enregistre de nouvelles adhésions. Ils sont 7 nouveaux partis politiques qui ont intégré l'APMP ce matin, portant ainsi à 38 le nombre de membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Avec ce renfort, l'APMP, dit-elle, dispose d'atouts supplémentaires en vue des échéances électorales de 2020. Roméo Koïta. Cette signature acte officiellement l'adhésion de nouveaux partis à l'APMP, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Avec ces 7 nouveaux adhérents, cela porte désormais à 38 le nombre de partis alliés à la majorité présidentielle. Il s'agit de l'Alliance pour la démocratie au Faso, ADEFA, l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, le Parti pour la démocratie et la jeunesse, PDJ, le Parti pour la protection de l'environnement, conservation de la nature, le Parti des patriotes progressistes, PPP, le Parti du peuple républicain, PPR, et la Renaissance démocratique et patriotique du Faso, RDPF. Un renfort accueilli avec enthousiasme par les premiers responsables de l'APMP qui ont déjà les élections présidentielles de 2020 dans le viseur. Le président Benewende Sankara a déjà reconnu qu'effectivement tout cela concourt un peu à la préparation de 2020. Il est évident que toute action politique, toute mouvance en la matière participe aussi de la préservation du pouvoir d'État, mais aussi de sa conquête. C'est normal. Il s'agit essentiellement de très jeunes partis, 2 ans d'existence pour les uns et 3 ans pour les autres. L'ADD, l'Alliance des démocrates pour le développement, et le PPR, le Parti du peuple républicain, justifient leur choix par l'appartenance idéologique. Ils pensent qu'au sein de cette alliance, ils pourront mieux contribuer au débat démocratique. Mais ce choix a été fait quand même sur des critères positifs et déterminé par la volonté des militants donc, du parti, et notamment ses fondateurs. Pas surtout de la facilité, et dire aussi que la majorité ne veut pas dire qu'on aura sa langue dans la poche. Lorsqu'il y a des choses à critiquer, on le fera. Bon, je ne sais pas encore vous appeler facilité, c'est la même chose que si j'étais à l'opposition. C'était la même chose. Moi, j'ai déjà milité dans l'opposition et je sais de quoi je parle. Venir à la majorité, ce n'est pas une chose facile non plus. Parce que nous sommes porteurs d'une conviction, d'une idée politique. Et nous entendons partager à tout moment avec les autres membres de l'APMP de nos convictions. Ce n'est pas facile. Ce point de presse a aussi été l'occasion pour l'APMP de revenir sur le procès du Putsch-Manqué, ouvert puis suspendu le 27 février dernier. Les partis membres de la majorité présidentielle pensent que l'essentiel est que le procès soit ouvert. Pour Maître Benewende Sankara, vice-président de l'Alliance, quel que soit le temps que cela prendra, le droit sera dit dans toute sa rigueur. À Gawa, le week-end dernier, la pluie avait permis à certaines infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre de démontrer leur solidité. Il faut dire qu'elles sont parties en lambeaux. Eh bien, à Bobo-Dioulasso, on a fait plus fort. Pas besoin de pluie. Tenez-vous bien, le jour même de l'inauguration d'une infrastructure sportive qui a coûté la bagatelle de plus de 190 millions de francs CFA, le panneau du terrain de basket s'est littéralement écroulé dans la soirée. Les autorités sportives se sont rendues sur place pour constater les dégâts. Et comme à Gawa, tout le monde se lave les mains. Arsène Konditamde.
Plateau omnisport de Yéguéré, une infrastructure qui a coûté plus de 190 millions de francs CFA et inaugurée en grande pompe par les autorités. Plusieurs ministres étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Seulement, dans la soirée après l'inauguration, voici le visage qu'il présente. Le panneau du terrain de basketball totalement affaissé. La direction régionale des sports et des loisirs affirme que son rôle se limite à l'aspect technique comme les dimensions des terrains et non au contrôle de la qualité des matériaux utilisés. Maintenant, ce qui concerne la qualité de la matière utilisée, ça ne revient pas à 100% à la direction. Nous, on s'occupe des aspects techniques. Et sur le constaté, on n'a pas eu de questions, soit de reproches sur le plan technique. Les reproches viennent de la qualité de la matière utilisée pour le faire. Même son de cloche du côté de la maison de contrôle de l'infrastructure. Bon, donc si vous dites que c'est nous, bon, moi je veux savoir. Donc je ne vous accuse pas. Non, bien je sûr. vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà. ceci, le contrôle effectivement à pied d'œuvre n'a pas pour spécification de vérifier la qualité des matériaux. Il n'y a pas un laboratoire qui était prévu, qui avait effectivement une mission dans ce sens. Tout semble donc mener vers l'entrepreneur qui a réalisé les travaux. Mais ce dernier est introuvable et difficile de le joindre au téléphone. Vous savez que l'entreprise, lorsqu'elle fait son offre, elle dépose également une caution. Donc comme la caution court sur une année, lorsqu'en tout cas, au bout de cette année-là, pendant justement cette année, il y a un sinistre qui arrive, il revient à l'entreprise de réparer. Je pense donc qu'elle a mis en œuvre un dispositif technique pour permettre en tout cas au panneau-là de tenir. Pour l'instant, le panneau est remis sur pied et les jeunes reprennent leurs activités sur le terrain. Mais combien de temps va-t-il encore tenir? Qu'en est-il de la qualité de l'infrastructure? Difficile de répondre à ces questions. Peut-être les prochaines pluies nous permettront de vérifier la qualité de l'ensemble de l'ouvrage, comme ce fut récemment le cas à Gawa avec les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre. Car sur les réseaux sociaux, la pluie est considérée comme le meilleur contrôleur de la qualité des travaux publics. Venons-en à l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce jeudi 1er mars 2018. Au cœur des dossiers, il a été surtout question de santé, de sécurité et de justice. Abdourazak Traoré. Retard de publication du décret de nomination du président de la Chambre de première instance du tribunal militaire, c'est le principal grief évoqué par les avocats de la défense dans le procès du putsch de 2015 et qui a entraîné la suspension de l'audience aussitôt après son ouverture. Le gouvernement, sans reconnaître sa responsabilité dans ce retard de publication dans le journal officiel, estime que tôt ou tard justice sera rendue dans le cadre de ce jugement. C'est le porte-parole du gouvernement qui fait l'annonce après le traditionnel Conseil des ministres de ce 1er mars 2018. Il demande donc aux populations de faire preuve de patience. Je ne rentre pas dans ces questions-là. Je dis simplement, le ministre a fait le point, les ministres ont posé des questions, ils ont obtenu des réponses. La certitude que nous avons, c'est que ce procès va être un procès qui va être long, qui va connaître des coups d'éclat avec des avocats de part à part qui vont essayer de jouer la montre. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes certains que les conditions permettent aujourd'hui de rendre justice. Et donc, il faut demander aux Burkinabés de prendre patience, d'accepter que dans ce genre de procédure-là, ça peut prendre du temps. Mais ce qui est certain, c'est que tout est mis en œuvre, en tout cas au niveau du gouvernement, pour que ce qui doit être fait à son niveau pour rendre justice le soit fait. Vous savez, les faits sont là, les uns et les autres connaissent les faits. Après, la procédure judiciaire est en cours, laissons-la se mettre en œuvre et la justice sera rendue à un moment ou à un autre. À ce Conseil des ministres, un décret portant création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a été adopté. Une mesure qui devrait permettre de garantir l'accès à la santé à moindre coût à tous les Burkinabés. Les statuts seront donc adoptés au Conseil des ministres prochain. Ça nous a mis du temps de tomber sur cette question-là. Mais vous connaissez le principe de la loi qui a été prise, c'est assurer une protection universelle à tous les Burkinabés. Donc ça va se faire de façon graduelle. Et donc les éléments de mise en œuvre sont contenus dans ce décret-là. Je pense qu'une fois publié, chacun de nous pourra nous en imprégner. L'essentiel, c'est d'arriver à assurer donc à la fois l'accès de tous les Burkinabés des soins à moins de coûts, garantir également un minimum de transparence pour qu'il n'y ait pas de charges indues et surtout pérenniser ce système-là. Parce que l'un des enjeux dans l'assurance maladie, c'est la pérennité du système sur le moyen terme et le long terme. La rencontre hebdomadaire des ministres s'est également penchée sur la situation éducative et sécuritaire dans le Sahel et le Nord en proie à de nombreuses attaques terroristes. Donc je pense qu'il y a les acteurs
ministère de la Sécurité, ministère de la Défense, ont mis sur le point qu'il faut travailler à une meilleure coordination des forces de l'ordre. Parce que nous ne pourrons pas rester insensibles, mais il faut savoir, et on le répète, que des efforts énormes sont faits en termes de déploiement. On ne pourra pas empêcher les incursions, parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement ça, des incursions faites à partir donc, des pays frontaliers, mais tout est de travailler à réduire au maximum ces impacts-là. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret portant octroi et conditions de renouvellement d'agrément pour la commercialisation de l'or et autres substances précieuses au Burkina Faso. L'autre fait marquant, c'est la décision du Conseil des ministres de relever de ses fonctions le directeur provincial de la police nationale du Ziro, un commissaire qui s'est rendu coupable de viol d'une mineure à Sapouy le 16 février dernier. Elle constitue sans doute l'un des piliers de la politique sanitaire du gouvernement. Les mesures de gratuité des soins de santé pour les enfants et les femmes enceintes, dont la mise en application est déjà effective dans quelques régions, sont à l'heure du bilan au titre de l'année 2017. Plus de 28 milliards de francs CFA dépensés, des millions de consultations, des milliers d'accouchements et de césariennes réalisées. Mais des difficultés demeurent. Il faut trouver des solutions et c'est ce à quoi s'attelle le secrétariat technique chargé de la couverture sanitaire universelle qui s'est réuni depuis ce matin au CHU Blaise Compaoré. Mamounata Kaboré pour le compte rendu. Plus de 10 millions d'enfants consultés et pris en charge, plus de 20 000 césariennes et plus de 700 000 accouchements réalisés, le tout évalué à 28 milliards de francs CFA. C'est le bilan de la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins prises en 2016 par le gouvernement burkinabé en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Si ce bilan dénote des efforts faits sur le terrain, des difficultés subsistent. En effet, des difficultés existent au titre desquelles nous pouvons retenir les ruptures fréquentes, toujours d'actualité, des médicaments essentiels génériques qui obligent parfois des bénéficiaires à contribuer financièrement à leur prise en charge, l'indélicatesse de certains agents de santé qui posent parfois des actes contraires à la déontologie de leur métier. Il s'agit principalement de raquettes et j'en passe. À ces difficultés, il faut trouver des solutions et c'est ce à quoi répond cette 4e rencontre bilan nationale sur la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins. Le but principal de cette rencontre, c'est que tous les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé, la primature, la présidence, on a élargi à tous les acteurs intervenant dans le domaine pour qu'on puisse se parler sur les difficultés qui émaillent la mise en œuvre et trouver des solutions pérennes à ces différentes difficultés. Durant 2 jours donc, les participants vont faire le point des recommandations de la dernière rencontre, présenter les nouveaux outils intégrés dans la plateforme électronique de gestion des mesures de gratuité, répertorier les bonnes pratiques et les insuffisances afin de formuler de nouvelles recommandations. Du 23 au 24 octobre prochain, le Burkina Faso abritera la 2e conférence mondiale sur la contribution des mutualistes au développement de la protection sociale. L'annonce a été faite au cours de la visite à Ouagadougou du président de la Fédération nationale de la mutualité française, Thierry Baudet, qui a encouragé le mouvement mutualiste burkinabé à s'unir davantage pour plus d'efficacité dans ses actions. Samira Samandoulgou, Roméo Koeta, Mamounata Kabouré. L'essor des mutuelles burkinabés passera par leur union. C'est la conviction du président de la Fédération nationale de la mutualité française. En visite au Burkina Faso, il a rencontré les acteurs du mouvement mutualiste burkinabé. Une rencontre au cours de laquelle Thierry Baudet a réitéré toute sa disponibilité à accompagner les mutuelles burkinabés. Je suis venu voir mes amis mutualistes du Burkina pour les inviter à travailler ensemble, pour les inviter à s'unir, parce que quand les mutualistes sont unis, ils sont plus forts et ils peuvent contribuer à améliorer l'état de santé de la population. Et j'ai pu constater et observer qu'elles travaillaient déjà beaucoup ensemble, qu'elles coopéraient beaucoup. Elles vont devoir simplement renforcer leur coopération.
Pour Thierry Baudet, les mutuelles peuvent aider l'État dans son projet de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Et pour renforcer la coopération entre les mutuelles, il est prévu une conférence mondiale sur la contribution des mutualistes au développement de la protection sociale auprès des populations. Elle se tiendra à Ouagadougou du 23 au 24 octobre prochain. Il y a 2 ans, une première conférence de ce type s'est tenue à Abidjan. La seconde se tiendra à Ouagadougou. Ce sont des conférences importantes. Ça montre que les mutualistes de Côte d'Ivoire, du Burkina, veulent faire partie du concert international des mutualistes les plus dynamiques. C'est pour cette raison que nous avons décidé de tenir à Ouagadougou à cette conférence. Et je pense que les retombées seront importantes pour tous les mutualistes, mais aussi principalement pour les habitants du Burkina Faso et je le pense pour le gouvernement du Burkina Faso. Le choix de Ouagadougou pour abriter cette conférence se justifie, selon Thierry Baudet, par le dynamisme des mutualistes de la zone UEMOA. En plus des mutualistes, cette rencontre réunira des organismes internationaux dont la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail et l'Union européenne. Le gouvernement burkinabé est également sollicité pour la réussite de l'événement. À ce propos, la délégation a effectué une visite au ministère de la fonction publique et au Premier ministère. La 5e édition des JCFA, les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, c'est à partir de demain de mars et ce jusqu'au 7 mars prochain. Les réflexions vont porter sur le thème de la professionnelle de l'image face aux défis du numérique. Elles seront meublées par des séries d'activités dont des panels et des projections, a révélé le comité d'organisation ce matin. Alfred Thioye. Elles sont scripts, maquilleuses, actrices, réalisatrices et productrices. Elles interviennent dans la chaîne de production cinématographique et audiovisuelle. Elles viennent de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Elles sont présentes à Ouagadougou à l'occasion des JCFA, les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, des journées de promotion de l'image de la femme dans le cinéma et de l'audiovisuel instituées depuis 2008. Au départ, on a beaucoup travaillé sur une ligne éditoriale qui permettait donc de programmer des films faits par des femmes, mais depuis un moment, cette ligne éditoriale a évolué pour mettre au centre donc, de la ligne éditoriale la question du genre, parce que autant il y a des femmes qui font des films très intéressants, il y a aussi beaucoup d'hommes qui font des films pour traiter donc de la question du genre. Donc en mettant l'accent sur la question du genre, donc notre ligne éditoriale porte effectivement sur des films qui, dans leur contenu, traitent de cette question du genre, traitent de l'effort fourni par les femmes pour le développement de nos différents pays. Les JCFA se tiennent entre deux FESPACO et se déroulent la semaine avant le 8 mars, la Journée internationale de la femme. La 5e édition place au centre des réflexions la professionnelle de l'image face au défi du numérique. D'aucuns diront, bon, depuis 2000, depuis la fin des années 90, on parle du numérique, mais on ne cessera jamais de parler du numérique. Parce qu'on a l'impression que, effectivement, on disait nouvelle technologie, après on a laissé, ce n'est plus nouveau, on dit maintenant les TIC. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons encore, ici en tout cas, dans beaucoup de pays africains, nous avons encore du chemin à faire. Hein? Quand vous prenez votre téléphone, vous cliquez parfois pour charger certains éléments, vous mettez du temps, vous pouvez passer toute la journée. Donc il y a encore un long chemin à parcourir et on peut continuer donc à discuter donc de cette question-là sous différents angles. Plusieurs activités sont au menu de l'édition, des panels débats, des sessions de formation et des projections de films cinématographiques dans les salles du Petit Méliès de l'Institut français et du CENASA. Et la transition est toute trouvée. Nous recevons à présent le professeur Fatou Sossar, la marraine du Festival Afrique Pac-Bar. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Je le disais tout à l'heure, vous êtes la marraine du Festival Afrique Pac-Bar. Vous êtes directrice du laboratoire genre et recherche scientifique de l'IFAN à l'université Cheikh Anta Diop. Et vous êtes aussi experte en genre auprès des institutions des Nations Unies pour la formation en genre.
Vous avez aussi créé le caucus des femmes leaders pour la parité. Quand on regarde votre CV, oui, c'est genre, parité, c'est ça votre moteur? Ça en fait partie. Notre moteur, c'est le développement de notre société de manière globale. Mais vous en conviendrez avec moi, on ne peut pas développer nos communautés en laissant de côté la moitié ou plus de la moitié de cette communauté. Donc finalement, le véritable motif pour nous, ce qui est important, c'est l'Afrique. Et dans cette Afrique, les femmes jouent un rôle déterminant et c'est pourquoi il est important que les politiques aujourd'hui prennent conscience de cet enjeu que constitue l'implication des femmes dans les questions de développement pour l'atteinte de nos objectifs de manière globale. Alors justement, est-ce que pour que les femmes prennent toute leur place, jouent pleinement leur rôle, on a besoin de festivals? En fait, il faut comprendre le festival comme un moyen de mobilisation. Ça en fait partie, c'est un moyen de plaidoyer, c'est un moyen de sensibilisation, c'est justement un moyen de communion avec l'ensemble. J'aime beaucoup l'idée de ce festival parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre les femmes dans un ghetto entre elles-mêmes, mais c'est de mettre les femmes dans une posture face à la société dans sa globalité, parce que ce festival ne s'adresse pas simplement à des femmes, mais convoque aussi des jeunes, surtout, c'est cette frange qui est extrêmement importante, convoque les hommes d'une manière générale, et c'est ce brassage, à mon avis, cette idée d'avoir une articulation entre les différents segments de la société qui nous permettent de comprendre aussi de manière collective quel est le sens de ce combat que des jeunes mènent, parce que Afrique Bakba, ce n'est pas uniquement des femmes, c'est aussi des hommes, et surtout des hommes qui comprennent quel est l'enjeu de la participation des femmes au développement de nos sociétés. Et c'est ça justement qui se trouve fascinant, l'implication des hommes dans la transformation de l'Afrique qui prend en compte aussi la dimension féminine. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Je veux dire, on parle beaucoup de parité, hommes-femmes. Je veux dire, la place des femmes, elle est là, elles peuvent la prendre. Est-ce qu'on a besoin de festivals, on a besoin d'ateliers? Elles peuvent prendre les places, elles ont toutes les places. Je vous comprends très bien. Nous sommes dans une Afrique où les femmes ont toujours eu une part extrêmement importante. Tout à fait. Nos travaux nous montrent qu'il y a plus de 3500 ans, les femmes ont toujours eu une place privilégiée dans l'Afrique. La première pharaon de l'histoire, Hatshepsut, c'était une femme. Nous avons la reine de Shaba. Nous avons une série de personnes, la reine d'Angola, nous en avons eu au Niger, ici au Burkina, vous avez eu des femmes qui ont joué des rôles dans cet espace. Je crois qu'on le retrouve pratiquement dans toutes nos sociétés, mais malheureusement, c'est la colonisation française qui est venue avec un modèle où la femme était complètement mise de côté et qui a imposé à nos sociétés un système tout à fait inégalitaire. Vous le savez très bien, dans nos sociétés africaines, le matriarcat ou la matrilinéarité est là. La place de l'homme dans la société passe par la mère. Mais c'est le modèle colonial qui nous a complètement perturbés et je crois qu'il est venu le moment de redonner à l'Afrique, de la replacer dans son histoire et qu'elle se réapproprie sa propre histoire et que les femmes reviennent à la place qu'il leur faut. Je vous renverrai simplement à la charte du Mandé, qui est notre charte fondatrice, qui a existé bien avant la Déclaration des droits de l'homme, où la femme, dans 2 articles, a une place extrêmement importante. Donc, c'est vrai, on va caricaturer pour dire est-ce qu'on a besoin encore de tout ce folklore pour amener les femmes au devant de la scène. Non, il ne s'agit pas, à mon avis, de folklore. C'est des choses extrêmement sérieuses, mais il faut retravailler les imaginaires des Africains. Il faut retravailler les consciences pour qu'on se rende compte que ce qu'on est en train de faire, ce que les Africains sont en train de faire du côté des femmes, c'est nous qui sommes en train de donner la leçon au reste du monde. Parce que c'est en Afrique qu'on a eu des femmes reines, qu'on a eu des femmes de pouvoir. Vos explications sont très intéressantes parce qu'on a toujours cru le contraire. Hein. On a cru que dans le passé, en Afrique, les femmes étaient au second rang et que ce sont les Occidentaux qui étaient en train petit à petit de rétablir. Mais vous donnez une explication justement, très intéressante. Il y a un bel ouvrage qui vient de sortir d'une collègue sociologue qui s'appelle Awa Bokarli, de la reine de Saba à Michelle Obama, qui retrace toute l'histoire de l'Afrique depuis l'Égypte pharaonique, où nous retrouvons à partir des thèses, elles se fondent sur les thèses de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est Cheikh Anta Diop, le parrain de notre université, qui est le premier à démontrer cela et qui a beaucoup parlé du matriarcat en Afrique. Donc ce qu'on est en train de dire, d'ailleurs justement, actuellement, les dernières recherches, y compris celles qui viennent de se passer en Angleterre, montrent que l'humanité est venue de l'Afrique.
conforte les thèses de Cheikh Anta Diop. Et si on est d'accord sur les thèses de Cheikh Anta Diop, sur le rôle que l'Égypte a joué dans l'histoire du monde, il faut aussi être d'accord avec ces thèses sur la place de la femme dans nos sociétés africaines. Alors, pour replacer la femme au centre du développement en Afrique, qu'est-ce qu'un festival comme Afrique Pakba peut apporter? Le festival comme Afrique Pakba, d'abord, montre les capacités des femmes. Parce que c'est des moments où l'expertise féminine est là, le savoir-faire des femmes est là, mais il ne s'agit pas de savoir-faire en soi, mais c'est de l'articuler par rapport à nos objectifs de développement. Et je crois que le Burkina est un pays extrêmement bien placé pour cela. Vous avez une très belle histoire depuis Thomas Sankara, qui lui avait compris très tôt. Je crois que c'est un des hommes qu'il faut magnifier, qui avait compris très tôt. Et on ne le fait pas assez. Voilà, on ne le fait pas assez. C'était le meilleur allié des femmes. Et je crois que c'est ces gens qui ont eu raison trop tôt. Et c'est pourquoi il est parti. Mais je pense que leur pensée, de la même manière que la pensée de Cheikh Anta Diop, elle restera féconde pour le reste. Thomas Sankara, qui déjà dans les années 83-84, avait déjà était contre le fait qu'on exclut les jeunes filles quand elles sont enceintes, alors que... Absolument. Donc je crois que Thomas Sankara, sur plein de choses, on peut revenir sur tous les bases qu'il avait jetées pour la refondation de la société du Burkinabé, le pays des hommes intègres. C'était une société d'éthique qu'il avait voulu fonder, l'éthique sur le comportement, l'éthique sur les rapports entre les uns et les autres, et une société de respect. Parce qu'on ne peut pas respecter l'autre si on ne respecte pas sa propre mère d'abord. Et c'est comme ça qu'il avait vu, je crois, perçu la femme burkinabé, la femme africaine d'une manière générale, et il était conscient que le développement de ce pays, de nos pays, ne peut pas se faire sans cette catégorie. Donc, c'est le moment de magnifier cet homme et je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre de la pensée de Thomas Sankara. Alors, pour le thème de ce festival, c'est femmes et développement entrepreneurial pour l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire qu'on projette la femme dans le futur, dans la modernisation. Absolument, c'est ce qu'il faut faire justement. Et je crois que les technologies nouvelles vont être le moyen de combler le gap qui a existé jusqu'ici. C'est une belle opportunité pour que les femmes, du point de vue de l'accès au savoir, de l'accès à l'information, on puisse, cette parenthèse qui nous a été imposée par la colonisation, c'est la colonisation qui a décidé que les femmes doivent être exclues, parce que c'est la loi coloniale qui a décidé que les femmes n'iraient pas à l'école au même titre que les hommes. C'est la loi coloniale qui a décidé que les terres n'appartiennent pas aux femmes. On nous rejette beaucoup de choses en disant que c'est notre passé, alors que si nous revoyons la loi, c'est le code napoléonien de 1804 que nous avons adopté, que nous avons hérité de la France, qui considérait que la famille était une armée et n'avait qu'un seul chef, c'était l'homme. C'est ça qui est à la base beaucoup de distorsions. C'est des choses qu'il faudra peut-être encore enseigner dans nos écoles depuis l'école primaire. Souvent, on nous renvoie à notre culture qui n'est pas notre culture, parce que la culture est quelque chose qui bouge et en mutation. Et souvent, on nous prend des choses imposées par le modèle colonial. Je vous dirais que l'école William Ponty et l'école des jeunes filles de Rufisque, parce que c'est là où on formait les cadres africains féminins et masculins. Il y a eu 30 ans d'écart entre l'école où on a formé les cadres de l'AOF masculin et les cadres. Et c'est ça, cet écart qui continue à nous poursuivre. Et donc, ce festival-là pose le problème du développement et pose des questions d'éthique. Et je crois que, encore, le Burkina est un pays extrêmement intéressant pour ça. Quand on voit ce qui se passe au niveau du coton, au niveau de l'OMC, ce qu'elle avait fait, le rapport commercial mondial est basé sur des rapports inégalitaires où l'éthique n'existe pas. Et je crois qu'il faut revenir sur ces questions-là d'éthique, parce que le développement du monde, il y a une logique de solidarité entre les citoyens du monde, il y a une logique de solidarité entre les hommes et les femmes. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons nous en sortir. Et en se posant la question de l'éthique, le Pakba a bien fait, de sortir de cette dualité homme-femme, parce que les questions qu'elle pose dépassent tout simplement la relation homme-femme, mais pose la question du développement du Burkina, de notre continent et du monde d'une manière générale. Voilà, et pour en revenir au festival et surtout au thème, il y aura des formations sur l'initiation à l'utilisation des outils de l'information et de la communication, des conférences sur l'apport d'éthique dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà, c'est pourquoi ce festival-là est original en soi. Il ne s'agit pas simplement d'activités folkloriques, ça fait partie aussi de la culture, en fait partie, mais en posant la question de la formation. Et c'est une dimension, parce que le festival va le poser comme principe et comme axe, mais qui ne sera qu'un début initié au sein du festival, mais qui devra se poursuivre hors du festival. Donc, d'un festival à un autre, il y a des actes qui vont être posés,
qui nécessiteront des interventions et qui nous permettront d'une année à l'autre de mesurer quels sont les acquis et les avancements que ce festival a permis aux communautés du Burkina d'une manière générale. Alors parlant des nouveautés, il y aura surtout un concours de création de sites web commerciaux qui va permettre à 25 entreprises dirigées par des femmes de bénéficier des sites web pour le développement de leurs activités. Oui, parce que les femmes ont besoin de visibilité dans ce qu'elles font. Et généralement, il leur manque le moyen et le savoir-faire. Et c'est là l'enjeu, l'intérêt de ce festival, parce que c'est du concret qu'il va apporter. Généralement, on est dans des festivals où les femmes viennent exposer leurs produits, mais il n'y a pas un encadrement qui leur permette, au-delà du festival, de se projeter pour le futur. Donc, ce festival s'inscrit dans la modernité, une modernité à conquérir, un futur aussi à construire. Et ce futur à construire, les femmes seront des parties prenantes parce qu'on leur a donné les moyens, les outils qui leur permettront d'être dans cet espace monde où il y a beaucoup d'opportunités à saisir et elles pourront, à égalité, à égale chance avec les autres, saisir ces opportunités et pouvoir s'imposer. Et c'est une question éthique. Parce que ce ne sera pas un modèle qui va laisser de côté un groupe ou un autre, mais permettra de marcher sur ses deux jambes. Justement, pour vous emboîter le pas, quand vous disiez que ce n'est pas seulement du folklore, il y aura aussi des rencontres B2B pour permettre à plusieurs entreprises de femmes de pouvoir nouer des partenariats. Et c'est vraiment très intéressant. Absolument, parce que les jointures sont extrêmement intéressantes. Parce que les femmes, les entreprises se complètent. Les plus grandes, les moins grandes ont besoin les unes de s'approvisionner à côté des autres, de trouver des moyens d'écoulement par le biais des autres. Et elles ne se connaissent pas. Et donc, c'est mise en partenariat qui ne sera pas simplement des entreprises burkinabées, mais il y a aussi d'autres femmes de la sous-région qui seront là. Et je crois que quelque chose d'extraordinaire est parti du Burkina, qu'il faudra poursuivre. Et je souhaite que cela grandisse et qu'Afrique Pakba connaisse l'ampleur qui lui revient. Déjà, c'est très connu parce que je crois qu'il y a eu une très bonne publicité. Tout à fait. En tout cas, l'image que les gens en ont, elle est très, très bonne. Vous ferez des communications, madame? Absolument, oui. D'accord. Oui. Alors, il y aura des concerts, des conférences, la compétition de création des sites web, je le disais tout à l'heure, des ateliers, des formations, la fois baptisée Entreprise des femmes. Et ce sera du 2 au 9 mars prochain. Je précise que vous êtes donc la marraine du Festival Afrique Pakba. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation, de répondre surtout à nos questions. Et merci aux amis du Burkina qui m'ont fait cet insigne honneur, cet immense honneur de venir être la marraine que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que nos chemins continueront en tout cas à se croiser pour le bien du Burkina, mais de l'Afrique. Et de toutes les femmes africaines. Merci beaucoup. Voilà, vous restez avec nous. Nous allons terminer ce journal avec de l'actualité internationale. Au Mali, 4 casques bleus de la mission de la MINUSMA ont trouvé la mort dans la région de Mopti. Leur blindé a sauté sur un engin explosif. Ils étaient 8, 4 ont été tués sur le coup, les 4 autres grièvement blessés. 4 casques bleus tués dans l'explosion d'une mine ce mercredi au Mali. Le blindé de la mission de l'ONU circulait entre Boni et Douenza, dans la région de Mopti, avant d'être stoppé par un engin explosif. 4 soldats sont morts sur le coup. Les 4 autres, grièvement blessés, ont été évacués vers l'hôpital de la MINUSMA à Bamako. Nous venons de recevoir des informations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, indiquant qu'un véhicule militaire des Nations Unies avait été touché par un engin explosif improvisé sur l'axe Boni-Douenza, dans la région de Mopti au Mali. 4 casques bleus ont été tués et 4 autres blessés. Les évacuations médicales sont en cours. Ces attaques à l'engin explosif se multiplient dans la région. La veille déjà, 6 militaires maliens ont ainsi été tués dans un incident similaire à l'ouest de Mopti. Le drame de mercredi porte à 8 le nombre de casques bleus tués depuis le début de cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Abdourazak Traoré sera là pour l'édition de la mi-journée. Et puis à 19h30, je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.